Bonjour à tous. Donc, j'ai invité les deux participants qui sont présents avec nous et vous indiquer que François Dupuis nous entend, mais qu'il est en lien téléphonique avec nous puisqu'il n'a pas pu venir dans cette belle ville de Bordeaux. Je donnerai la parole d'abord à François Dupuis, puis ensuite à Laurent Tertrais pour le CFDT cadre, et puis Agnès clôturera les premières interventions. L'idée est que vous soyez, qu'on puisse resituer un peu les problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment dans nos organisations, notamment sur le management. On a généralement une vision un peu refermée sur nous, et comme si en fait les évolutions qui sont des évolutions un peu tendancielles dans la société, notamment en termes de management, nous épargnaient, et comme si on vivait un peu dans notre bulle. Donc l'idée un peu de cette thématique, de cette table ronde, c'est de voir en quoi les problèmes auxquels nous sommes confrontés, les outils que nous mobilisons, sont peut-être aussi marqués par ce qui se passe aussi dans la société et dans les évolutions en général du management. Voilà, donc je propose qu'on commence d'abord par, si M. Dupuis nous entend, de lui laisser la parole, puis pour ensuite enchaîner et laisser un temps d'échange avec la salle ensuite. Donc M. Dupuis, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup. D'abord, bonjour à tous je vous demande de m'excuser de ne pas avoir pu être physiquement présent avec vous. Alors, il m'a été demandé en quelques minutes de regarder ce qu'ont pu être les évolutions du management dans le secteur marchand et non pas dans ce qu'est votre secteur à vous. Alors, pour essayer de faire bref, voilà, je voudrais commencer par dire qu'en matière d'organisation et de management, qui sont proches l'un de l'autre et que l'on ne peut pas dissocier, le mode dominant encore, quels que soient les écrits et les modes que l'on peut voir partout, c'est quand même le mode taylorien. Et le mode taylorien est toujours ce qui domine en matière d'organisation et de management. Alors, une fois que l'on a dit ça, qu'est-ce qui peut caractériser ce mode qui n'a pas été contesté, on pourrait dire, à part par les intellectuels d'ailleurs, jusque dans les années 80-85, qui sont les conséquences du choc pétrolier de 1974. Fondamentalement, ce qui caractérise ce type de fonctionnement, c'est un fonctionnement que j'appelle segmenté et séquentiel. Alors, segmenté et séquentiel, ça veut dire chacun vit dans son silo, plus ou moins isolé des autres et sans avoir à coopérer avec les autres. Et séquentiel, chacun fait son travail une fois que celui qui le précède dans la chaîne de production a terminé le sien. En un mot, en un seul, je voudrais dire quelque chose. Ce mode de travail que vous connaissez tous, sous le mode en silo, c'est extrêmement protecteur, contrairement à tous les écrits qu'on a pu avoir. Et d'ailleurs, pourquoi est-il aussi difficile de sortir du mode en silo ? Simplement parce que les acteurs qui vivent sous ce mode-là, implicitement ou explicitement, savent à quel point ils sont protégés. Néanmoins, dans le secteur marchand, ça a posé un problème, parce que ce type de travail, qui protège bien ceux qui travaillent sur ce mode-là, a un défaut, c'est qu'il fournit des biens et des services qui sont finalement de faible qualité et à un coût élevé. Et par conséquent, tant qu'on a vécu dans un monde qui était un monde relativement fermé, où les gens n'avaient pas beaucoup de choix, ça ne posait pas de problème. Et puis, le jour où on est rentré dans un monde beaucoup plus concurrentiel, dans ce monde que vous connaissez aujourd'hui et qui ne caractérise pas que le secteur marchand, qui vous caractérise à vous aussi, où on demande aux gens de faire plus avec moins, puisque c'est ça qui s'est passé, n'est-ce pas? La concurrence implique ça. Eh bien, lorsqu'il s'agit de faire plus avec moins, il a fallu trouver ce qu'on appelle une variable d'ajustement. Et la variable d'ajustement que l'on a trouvée a été l'organisation du travail. Et donc, dans le secteur marchand, on s'est efforcé, et on s'efforce encore, parce que c'est difficile pour les raisons que je vous ai dites, de passer d'un mode de fonctionnement en silo à des modes de fonctionnement qui soient beaucoup plus coopératifs, beaucoup plus transversaux. Mais vous comprenez bien que si on fait ceci, et d'ailleurs ça avait une implication pour le management, qui consistait à passer d'un management très hiérarchique
à un management qui soit un management beaucoup plus d'animation. Mais ça, finalement, c'est un certain nombre de mots et c'est pas sûr qu'on y soit parvenu. Mais vous comprenez encore une fois que si on fait ça, on va demander aux gens d'accepter de passer de modes de fonctionnement qui les protégeaient pas mal à des modes de fonctionnement qui sont beaucoup plus contraignants. Car la coopération, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est quelque chose d'exigeant, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Il est beaucoup plus naturel de ne pas coopérer que de coopérer. Et si dans la salle, d'ailleurs, il y a des gens parmi vous qui avaient du mal à coopérer, ne vous inquiétez pas, vous ne souffrez d'aucune pathologie particulière, vous êtes des gens normaux. Donc arrêtons de faire des pressions imbéciles en disant aux gens que s'ils ne veulent pas coopérer, c'est qu'ils sont renfermés sur eux-mêmes, etc. Non, ça n'est pas facile de coopérer. Mais ce faisant, et je vais essayer d'aller vite, vous voyez bien qu'on a déprotégé le travail. Alors, je ne parle pas d'ici de l'emploi, hein, je parle du travail. On l'a déprotégé puisqu'on est passé d'un mode de fonctionnement protecteur, les silos, à un mode de fonctionnement beaucoup plus exigeant, qui est la coopération, la transversalité, dans lequel chacun dépend de tout le monde. Et dans le secteur marchand, chacun dépend de tout le monde pour réaliser des objectifs sur lesquels, par ailleurs, les gens sont évalués individuellement. Quelle a été la réaction majeure dans le secteur marchand? Ça a été le retrait du travail. Et on a assisté, on assiste encore à des formes de retrait, de non-engagement dans le travail qui sont l'inquiétude principale des dirigeants. Et du coup, ces modes de retrait du travail se sont produits au moment où les entreprises avaient le plus besoin de l'investissement des gens. Et là, elles se sont trouvées confrontées à quelque chose de très difficile à gérer. Et quelle est la solution qu'ont trouvé les entreprises? Je vais ici utiliser un mot qu'elles n'aiment pas, ça a été la coercition. Et nous sommes entrés, et nous sommes encore aujourd'hui, dans un mode de management dominant qui est un mode coercitif. Qu'est-ce que j'appelle la coercition? C'est la multiplication à l'infini de tous les systèmes de management qui permettent de contrôler au plus près et au plus juste ce que font les gens. Je veux dire par là les process, les fameux process, les indicateurs de performance que dans le privé on appelle les KPIs, Key Performance Indicators, et les systèmes de reporting. Chaque fois qu'on les a multipliés, on a essayé d'expliquer aux gens comment ils devaient faire les choses, qu'est-ce qu'il était possible qu'ils fassent et qu'est-ce qu'il n'était pas possible qu'ils fassent, et on mesure à chaque fois de la façon la plus précise possible est-ce qu'ils ont bien fait ce qu'on leur a dit de faire, est-ce qu'ils ont bien fait comme on leur a dit de faire. Mais vous voyez bien que ce type de choses a quand même tendance à centrer beaucoup plus les acteurs sur le comment que ça ne les centre sur le résultat. Et petit à petit, les entreprises se sont rendues compte que ces systèmes coercitifs conduisent dans le mur. Et c'est une prise de conscience qui a lieu aujourd'hui et qui vous explique pourquoi paraissent autant de livres qui sont des livres qui ont un grand succès, comme ceux sur l'entreprise libérée, par exemple, mais ce n'est pas les seuls, ceux sur la méthode agile, etc., dans lesquels on essaie de proposer des alternatives à ce management coercitif. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qui va émerger, effectivement, comme alternative possible à cela? Je ne peux pas le dire. Je veux simplement indiquer un mot sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez. Il semble bien que l'introduction de confiance, de plus de confiance dans le management, soit une alternative possible et crédible à la coercition qui caractérise le management aujourd'hui. Merci, Monsieur Dupuis, pour cette introduction qui, je pense, a beaucoup d'écho, puisque les termes que vous avez utilisés sont très souvent notre quotidien, hein, donc à la fois tout ce que vous avez pu dire sur ce qui relève de la coercition, sur process, indicateurs, reporting, c'est des choses qu'on connaît, mais aussi sur la difficulté ou la question de la coopération qui est un grand sujet dans notre milieu. Je vais passer la parole à Laurent Tertrais pour, sous une certaine forme, en reprenant votre propos introductif, Monsieur Dupuis. Lorsque nous avons échangé tout à l'heure, avant cette présentation, Laurent Tertrais me disait qu'il y avait une redécouverte chez les sociologues sur ce qui avait pu être produit dans les années 70 autour de du taylorisme. Or, M. Dupuis a
commencé son propos en disant qu'on était toujours, malgré tous les discours sur le New Management public, sur toutes les innovations qu'on a pu entendre depuis une vingtaine d'années, que c'était toujours cette matrice du taylorisme qui en fait, déterminait un peu encore nos organisations. Donc voilà, je vous cède la parole, Laurent Tertrais. Voilà, bon. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit en introduction. Bonjour à tous, merci de ce débat. Je vais essayer de ne pas être trop hors sol et idéologique, puisque Anne a rappelé que vous étiez là, que nous étions là pour parler du travail, et c'est tout à fait, j'ai envie de dire, c'est presque chose redécouverte ou rare dans un espace syndical de repartir des questions professionnelles, des identités et du travail réel. Et je trouve que vos 2 journées aujourd'hui sonnent tout à fait justes, à la fois dans nos travaux, à la CFDT cadre, et puis au sein de l'ensemble de l'organisation. Oui, effectivement, le travail est toujours piloté en silo, et j'aime beaucoup ce qui a été dit à l'instant par François Dupuis, de redonner de la confiance au management, au sens où donner de la confiance aux managers que vous êtes toutes ici dans cette salle. Avec cette question âpre qu'on a ce matin, le management est-il soluble dans l'idéologie? Le mot soluble me fait peur, et puis le mot idéologie aussi me fait peur. Je crois que le management ne peut pas être une idéologie. Une idéologie, c'est la science des idées, et on est pour ou contre une idéologie. Hein. On sort d'un siècle terrible où on a tué, où on a abîmé au nom d'idéologie. Je dis cela sans faire de grandiloquence, mais parce qu'il ne faut pas enfermer le management, et le chercheur qu'on vient d'écouter l'a rappelé. Il faut pas enfermer derrière une idéologie le management. Il ne faut pas être pour, ou on créerait des pour et donc des contre. On prend le risque aussi, en enfermant le management dans des grandes idées, dans une idéologie, dans un idéologisme. On prend le risque d'interpréter, de donner de la subjectivité, et du coup, on prend le risque d'avoir des dérives au nom des grandes idées. Je dis cela parce que c'est important de repartir du travail réel. Je disais qu'on redécouvre aujourd'hui les bienfaits de l'ergonomie. Hein. Ergonomie, c'est la science du travail. Ergon, c'est le travail au sens de l'activité, au sens de l'œuvre. Et là, je fais le lien avec... on dit souvent que le travail, ça a pour racine le tripalium, hein, la souffrance. Je préfère la racine grecque à la racine latine du travail. Et donc considérer l'organisation de l'activité comme quelque chose de, non pas de contrariant, et tombant d'en haut, et non bien de partant de la vie quotidienne. Et je dis cela parce que vous avez discuté pendant ces 2 jours je connais bien mal votre métier, votre secteur, bien sûr, mais j'entends beaucoup parler et puis on a souvent travaillé avec le Syncas à l'UCC, de l'immense tension quotidienne, permanente, récurrente, entre donner du soin, entre prendre soin et faire des économies. Et je pense que c'est quasiment impossible de concilier les deux. Donc on va parler d'articulation, et c'est le management est tout à fait au cœur de cette question. On s'est demandé dans les années 90 à la CFDT cadre, au fond, à quoi servent les cadres, hein, puisque le statut, vous savez ce que c'est, le statut, bon, on peut le défendre, il y a des acquis sociaux, mais on ne va pas non plus catégoriser des personnes, ça ne suffit pas pour les épauler. Au fond, à quoi servaient les cadres dans les années 60-70, à l'époque du silo? Le cadre faisait le pont entre la direction et puis les salariés, hein, et puis c'était tout, de haut en bas. Et puis aujourd'hui, c'est bien plus complexe, ça a été rappelé.
À quoi servent les cadres? Et puis on s'est rendu compte que d'un métier à l'autre, d'un secteur à l'autre, le cadre, c'est celui qui est vraiment dans la dans l'articulation, dans celui qui fait vivre les organisations du travail. Et là, je reviens sur ce terme de leur donner de la confiance. Donc le management ne peut pas être une idée, ça ne veut pas dire une idéologie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se donner des repères et des principes, et pour cela, en discuter, j'ai envie de dire politiquement, comme le fait l'acteur syndical. Donc on a des idées, on a des valeurs, on a des convictions, donc on travaille cette question-là. Hein. Et on cherche à travailler politiquement le management pour échapper au fameux one best way de Taylor. Hein. Voilà, one best way, ça veut dire il n'y a qu'une seule idée, et puis ceux qui ne sont pas d'accord sont les ennemis de la révolution, je ne sais pas. Voilà. Je peux revenir après sur les principes, mais vous me dites si j'ai encore quelques minutes. Et c'est important de se donner des repères. J'en ai déjà dit un, hein, le cadre, c'est celui qui va venir articuler le prescrit et puis le réel. Et là encore, c'est toute la richesse que l'on redécouvre à travers de l'ergonomie. Hein, c'est ce en quoi vos agents, hein, vos adjoints, jusqu'aux ceux qui sont plus proches des patients, de ceux qui consentent aux soins, en quoi ils vont se donner des marges de manœuvre par rapport aux normes, par rapport à ce qui est donné comme plan de gestion, comme plan d'économie. Le cadre, il va être là, dans cette articulation, pour rechercher, pour identifier ces marges de manœuvre, pour essayer de voir en quoi elles sont intéressantes. À quoi servent les cadres? On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de dichotomie, comme il y a eu pendant longtemps, entre les managers et les experts, hein, les ingénieurs et les purs cadres encadrants. On se rend compte que ce qui fait l'ensemble de la fonction cadre, on va dire, c'est cette appétence qu'on n'a pas naturellement, ça a été rappelé, parce que c'est difficile de favoriser les coopérations. À quoi servent les cadres? C'est donc d'avoir ce métier d'articulation. Articulation aussi entre le court terme et le long terme, entre la vie quotidienne et les plans quinquennaux. Donc tout ça pour conclure que le management n'est pas une idéologie, mais bien doit procéder du réel, comme vous cherchez aujourd'hui à partir du travail, et ne pas ne pas se risquer à être une idéologie hors sol. C'est très dangereux. Une idéologie, elle est elle-même un silo. Voilà, je pourrais détailler sur ça signifie quoi, un management qui part du réel, qui est le contexte aujourd'hui de travail. Merci pour ce propos. Donc, je vais céder la parole à Agnès Cornillou qui va nous expliquer la manière dont elle a entendu ces propos et s'ils résonnent un peu dans les fonctions qu'elle peut occuper. Oui, merci. Bonjour à tous. Il me semble qu'il est assez difficile de faire la part des choses dans les causes de fragilisation des établissements publics de santé ou des EHPAD entre l'application des règles du nouveau management public depuis la fin des années 90, mais également les difficultés de recrutement des professionnels de santé sur des compétences qui sont essentielles pour l'activité de nos établissements, et l'inadéquation entre les moyens qui sont financés et puis nos besoins, ou plus globalement le sous-financement qui est devenu chronique. Alors, il me semble que certaines règles du nouveau management appliquées à l'hôpital ont eu aussi des effets positifs. Je crois qu'il a été important pour les établissements de santé de moderniser tous les outils qui permettaient de traduire la production des établissements. C'est-à-dire que cette image que les établissements publics, que le service public a longtemps eu de ne pas être bien géré, de ne pas être économe, des reproches qui nous ont été longtemps faits par les établissements privés, puisque notre système de santé comprend et des établissements publics et des établissements privés. Je crois que l'application des
de certaines règles du secteur privé au secteur public a fait que nous avons fait évoluer nos systèmes d'information et a fait que nous avons pu nous défendre par rapport à ces critiques sur notre caractère dépensier et nos insuffisances de gestion finalement des établissements. Nous avons pu dire quelle était notre production de soins et on a pu la comparer avec la production de soins des établissements privés. Et de même en interne, puisque notre histoire, à partir de 2005, il y a eu la constitution des pôles d'activité dans les établissements publics avec la délégation de gestion. On a pu aussi, grâce à l'évolution de notre système d'information, grâce aux objectifs qui nous ont été fixés, mieux négocier en interne, pouvoir négocier en interne et répondre à une partie de ce qui était la demande des professionnels de santé, puisqu'à un moment, la demande était quand même de participer à la décision et que on développe ce pilotage médico-économique dans les établissements. Donc je crois que certains aspects ont été positifs. Après, notre histoire a été marquée quand même sur les 30 dernières années par une succession de dispositions législatives qui étaient globalement, qui poursuivaient principalement deux objectifs: moderniser le management des structures et améliorer l'accès aux soins. Moderniser le management, donc on l'a revu, notre management, de manière réitérée, et on va le revoir encore très certainement prochainement. Je crois qu'on a fait la preuve de notre capacité d'adaptation sur le sujet. On a parlé tout à l'heure Monsieur Dupuis évoquait tout à l'heure l'évolution du management vers un management plus incitatif. Je crois que c'est ce qu'on a été poussé à faire, à la fois quand on a mis en place les pôles, mais aussi plus récemment avec les groupements hospitaliers de territoire. Avec la mise en place des pôles, on a expérimenté la délégation de gestion. Je crois que ça a nécessité un repositionnement des cadres de direction. Avec les groupements hospitaliers de territoire, on expérimente un management différent, quel que soit le positionnement de l'établissement au sein du groupement hospitalier de territoire. Beaucoup plus un management à distance et beaucoup plus incitatif du fait du statut du groupement hospitalier de territoire. Donc je crois qu'on a fait la preuve de notre adaptation, et pour autant, les revendications, les messages que font passer un certain nombre de professionnels de santé aujourd'hui, c'est quand même qu'ils ne trouvent pas totalement leur place, il y a une insatisfaction qu'on peut comprendre, une angoisse aussi par rapport à la fragilité des établissements, au manque de perspectives à venir de l'établissement dans lequel ils exercent pour certains. Et je crois qu'il y a un élément, c'est qu'on n'a pas réussi totalement à répondre à cette demande-là, qui est ancienne, finalement. Toutes les évolutions du management qu'on ait connues n'ont pas permis de vraiment répondre à cette demande. Et très certainement, là, la pression financière que l'on a eue sur les dernières années, la fragilisation des établissements, les réorganisations, ont créé une angoisse, je pense, chez certains professionnels à laquelle on a du mal à répondre. Et juste une dernière chose, je pense que pour moi, un des aspects positifs du nouveau management, c'est quand même, mais c'est pas certainement lié qu'au nouveau management, c'est quand même la place du patient dans nos établissements de santé, qui a pris une ampleur que l'on ne connaissait absolument pas avant, et qui fait qu'on a un regard aussi différent sur le management que l'on a. Et s'il y a un levier de management important dans nos établissements, c'est bien le levier de la qualité des prestations générales et du soin en particulier, parce qu'on sait que quand on travaille avec les équipes sur la qualité du soin, nous mobilisons sans aucune difficulté et de manière transversale.
Bien, merci. Donc, avant de redonner la parole peut-être à Monsieur Dupuis pour qu'il réagisse aux propos qui viennent d'être tenus, indiquer simplement que dans les propos d'Agnès, on voit que la coercition n'a pas simplement été nécessairement une contrainte vécue négativement dans nos établissements. Tous les processus qualité qui ont quand même conduit à, on peut quand même le reconnaître, à une amélioration de la qualité des soins dans nos établissements quand même depuis une vingtaine d'années, montrent que ces évolutions-là sont pas, si elles ne sont pas contradictoires, elles sont au moins ambivalentes. Donc voilà, Monsieur Dupuis, est-ce que vous pourriez éventuellement réagir par rapport aux propos qui viennent d'être tenus avant qu'on donne la parole à la salle pour des questions? Oui, je voudrais réagir à peu près sur 3 points en essayant d'être rapide. Le premier, je voudrais commencer par une boutade, mais c'est une boutade sérieuse. Voilà. Par rapport à ce que disait Madame tout à l'heure, qui était très intéressant, et ça m'a passionné parce que moi je ne connais pas bien vos établissements, et à travers la brièveté de son discours, j'ai appris beaucoup de choses. Vous voyez, quelquefois, j'entends dire ah ben, le management public, pour faire sa révolution, pour s'adapter, devrait s'inspirer du management privé. Alors, moi, je réponds toujours non. Non, non, on n'est pas obligé de faire toujours les mêmes bêtises. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'on peut peut-être s'en inspirer pour essayer d'éviter les bêtises qui ont pu être faites dans le management du secteur marchand. Et en particulier, c'est deuxièmement, je voulais souligner sur les process. Alors, il faut aussi ici être clair. La question, ça n'est pas de dire on peut fonctionner sans processus. C'est pas ça la question. On en arriverait à un vaste happening dans lequel c'est un peu d'ailleurs ce que l'on peut reprocher à l'entreprise libérée, des choses comme ça, où il suffit de dire aux gens, faites comme vous voulez, etc. Non. Le problème, c'est que dans le secteur marchand au moins, et je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, c'est que tout le monde émet des process tant que personne n'arrive à contrôler l'ensemble des process qui sont émis. Et donc, ces process finissent par devenir contradictoires les uns par rapport aux autres, se chevaucher, etc. Celui-là est applicable et celui-là est inapplicable. Si bien que, finalement, au lieu de permettre un contrôle de ce que font les gens, on finit par perdre le contrôle, puisque finalement, vous donnez aux gens qui sont censés appliquer ces process la responsabilité de choisir entre ceux qui peuvent appliquer, ceux qui ne peuvent pas appliquer, ceux qu'ils vont choisir, ceux qu'ils vont rejeter, etc. etc. Et ce qui est très intéressant et malheureux à observer, c'est que tous ces outils coercitifs de management, au lieu de permettre d'assurer un bon contrôle sur ce que font les gens, comme je viens de le dire, ça a plutôt fait perdre le contrôle sur le fonctionnement des organisations. Et c'est pour ça que dans le secteur marchand, on se dit, je vais dans le mur. Alors, il y a un troisième point que maintenant je voudrais souligner, qui a été repris par M. Tertré, si j'ai bien compris, qui est le point de la confiance. Ce que je veux dire, mais là, je n'en suis pas sûr parce que ça concerne l'avenir et les sociologues ont toujours été bien meilleurs pour prédire le passé que pour prédire l'avenir. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans toutes les alternatives que l'on cherche à ce management coercitif dont je parle, l'alternative sur peut-on introduire plus de confiance dans le management, c'est ce qui semble être un peu porteur. Mais contrairement à ce que l'on croit, l'injonction ne suffit pas à dire aux gens on va se faire confiance, etc. Ça ne marche pas comme ça la vie. Et ne serait-ce que parce que, comme bien des auteurs l'ont démontré, nous sommes une société de non-confiance. Et donc, c'est très difficile. Et je dirais que la confiance dans le management suppose deux choses. Je voudrais juste les mettre sur la table pour que vous puissiez y réfléchir. D'abord, comment un manager peut-il capter la confiance de l'équipe qui travaille avec lui? Il y a à cela un point, il y a certainement plusieurs façons, mais il y a un point qui est incontournable, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui est imprévisible. Donc, pour un manager, capter la confiance de son équipe, c'est renoncer à l'imprévisibilité de son comportement.
C'est renoncer à l'incertitude de son comportement. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire que ce que je viens de dire est d'une banalité. Parce que si vous allez poser une question à un manager et le lundi, il vous répond A, le mardi, il vous répond B à la même question, le mercredi, C à la même question, il est complètement imprévisible et vous ne lui ferez jamais confiance. D'ailleurs, renoncer, je voulais juste mentionner ce point, renoncer à l'incertitude de son comportement, c'est ce que les philosophes, à juste titre, appellent l'éthique. Donc, un management éthique, c'est pas quelqu'un qui pique pas dans la caisse. Un management éthique, c'est un management prévisible pour ceux auxquels il s'adresse. Alors vous pourriez me dire, mais c'est facile, alors je vais devenir plus prévisible. Eh bien non, ça n'est pas facile. Pourquoi? Parce que comme les sociologues l'ont démontré depuis maintenant des décennies et des décennies, une partie du pouvoir que détient un manager tient à l'imprévisibilité de son comportement. Donc, dire je veux capter la confiance de mes salariés, ça veut dire qu'il faut que j'arbitre, et il n'y a pas de règle pour ça, entre le degré de prévisibilité que j'ai besoin d'avoir pour qu'ils me fassent confiance et le degré d'imprévisibilité que je garde pour néanmoins conserver le pouvoir que je voudrais conserver par rapport aux missions que j'ai à remplir. Donc voilà comment se pose la question, je le mets sur la table, c'est pas facile. Et un dernier point pour dire, qu'en est-il de la confiance au sein d'une équipe? Eh bien, si on veut introduire de la confiance au sein d'une équipe, le problème est le même. Comment fait-on pour réduire l'imprévisibilité? Ici, il y a une notion qui est une notion centrale, qui est la notion de règles du jeu. Quand je parle de règles du jeu, bien sûr, je ne parle pas de règles écrites et de process supplémentaires. Je dis les règles du jeu, c'est ce que les acteurs eux-mêmes, dans le cadre global qui leur a été fixé, vont définir comme acceptable ou inacceptable quand ils doivent travailler ensemble. Et vous voyez, il y a une entreprise qui fait ça de façon extrêmement bien, c'est Cisco. Quand un groupe projet, par exemple, commence à travailler, sa première réunion est destinée à ça, que les acteurs se mettent d'accord sur ce qui est acceptable et sur ce qui est inacceptable. Et comme ces règles du jeu sont définies par les acteurs eux-mêmes, eh bien, par définition, elles deviennent beaucoup plus concrètes, tangibles, opérationnelles, que si elles sont définies par une autorité dont on ne sait pas très bien où elle se situe. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la confiance, qui peut être une chose extrêmement importante pour redonner du dynamisme au management. Merci, Monsieur Dupuis. Est-ce que les autres intervenants souhaitent réagir rapidement avant de donner la parole à la salle? Oui, c'est pas évident de donner confiance au manager pour que lui-même inspire confiance. On doit vraiment toujours batailler syndicalement, politiquement, pour la reconnaissance de ce rôle en soi. Et deuxièmement, c'est le management. Le rôle du manager doit aussi s'apprendre. On ne naît pas manager, on ne naît pas confiant. Ce n'est pas inhérent à la personne. J'insiste parce que sinon on va on voit souvent des dérives psychologisantes, pardon pour le terme qui n'est pas médical, hein, je suis côté sociaux, mais on voit souvent des gens qui se disent j'incarne le management, je suis presque un gourou. Le management, c'est un rôle professionnel et donc cela doit d'être reconnu, cela doit s'apprendre en situation. On est souvent gêné de voir des jeunes diplômés tout d'un coup parachuter à diriger des services ou quelques personnes. C'est difficile, il faut avoir de la bouteille et l'apprendre et se sentir légitime. Et c'est un rôle qui est difficile à reconnaître parce qu'il précisément il est complexe. Donc vraiment, cette confiance, elle ne va pas de soi, elle ne doit pas aller de soi, elle doit être, comme ça a été dit précédemment, à l'instant, elle doit être posée par les différents acteurs de l'entreprise, de l'organisation, à qui on fait confiance et pourquoi. Agnès, réaction, et puis on va... Oui, par rapport à ce qu'a indiqué M. Dupuis, je partage complètement l'importance de la prévisibilité dans la négociation, et notamment la prévisibilité du manager.
Je crois qu'on l'expérimente quand on est directeur dans les échanges avec nos partenaires sociaux. Et du coup, ça m'interrogeait vraiment plutôt sur la relation contractuelle aussi, puisque c'est un des aspects du nouveau management public entre plutôt l'État, les services extérieurs de l'État, les ARS et les établissements, puisque nous sommes amenés à signer et à négocier aussi dans ce cadre-là des contrats. Je prends l'exemple des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Je pense que les uns et les autres, on sera tous d'accord pour dire que sur le contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, on est quand même assez loin d'une discussion sur ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. Ce qui est prévisible dans l'action de l'État et ce qui ne l'est pas. Et du coup, je pense que ça illustre quand même la difficulté du rôle qui est celui des managers des structures, établissements médico-sociaux et établissements de santé.